J'ai 45 ans. Je vis depuis 6 ans en appartement dans un minuscule et pittoresque village d'Alsace-Bossu, situé à une 50aine de kilomètres de Strasbourg, au cœur du parc régional des Vosges du Nord. Je me suis séparé, il y a de cela 7 mois, du compagnon avec lequel nous avions décidé de nous installer là, dans le but de vivre à proximité de la nature et de nous loger plus confortablement que nos revenus ne nous l'autorisaient à Paris. Je connaissais le village pour y avoir précédemment tourné un court-métrage et parce que ma mère, après son remariage, s'est installée dans une commune voisine. Au moment de la rupture, je me retrouve sans permis de conduire dans ce bel endroit isolé où les allées et venues de chacun sont observées derrière les rideaux voilés des fenêtres, uniformément bordés de jardinières de géranium. Le dialecte alsacien est omniprésent, je n'entends que rarement parler français. Un français à la grammaire agonisante, malmené par les germanismes. La première gare est à 30 km, il n'y a pas de réseau de bus, aucun commerce de proximité, pas même un distributeur de billets à moins de 2 heures de marche. L'exil loin de Paris est subi maintenant donc, ici, où la généreuse opulence de la nature parvient à dissimuler à l'œil non exercé la raideur parfois protestante, presque immanquablement droitière de ses habitants. La plupart ont grandi sur place. École, club de foot, mariage avec une fille du pays. Travail, famille, village. Quand on vient du village d'à côté, on est presque déjà considéré comme étranger. On tient à construire ou rénover de grandes maisons, à entretenir son jardin, à montrer que l'on vit bien, proprement, comme il faut. On vit bien. Les entreprises importantes de la région continuent à embaucher. La commune compte 3 églises pour 500 habitants. En matière de culture, difficile d'étancher sa soif. Il y a sur place un point lecture qui fait principalement office de jardin d'enfants roses et joufflus. Moins d'une vingtaine d'adultes le fréquentent régulièrement. L'été, de très nombreux touristes défilent face à mes fenêtres. Ils visitent pendant 45 minutes d'anciennes habitations troglodytiques, l'attraction de la commune, et l'on donne quelques fêtes populaires où dominent polka, musette et variétés allemandes. Par moments, lorsqu'on tend l'oreille, on pourrait se croire il y a un demi-siècle. Ou 75 ans. Évidemment, à chaque élection, le vote local fait froid dans le dos. Les personnes que j'ai rencontrées ici et que j'aime vivent isolées. Le repli et l'autarcie s'imposent aux sages. Les échanges sont rares. Je n'ai pas d'amis au village, mes rapports avec l'extérieur se limitent à 2 raids mensuels au supermarché le plus proche, véhiculés par ma mère, et au dîner dominical au restaurant qui, une fois la semaine, m'assure un minimum de contact humain. En novembre, j'ai participé au film d'une amie qui m'a confié un rôle d'ermite. L'avant-dernier jour du tournage ont lieu les attaques terroristes. Le lendemain, l'état d'urgence est décrété. J'aborde le début d'année avec un mélange confus d'appréhension, de dégoût et de peur. Ici, personne avec qui m'entretenir, échanger des idées, encore moins les partager. Je sais qu'il me faudrait quitter cet endroit, revenir à Paris, renouer avec mes amis et mon milieu professionnel. Cela m'est matériellement impossible. L'hiver, cette année, n'est pas particulièrement froid. Il ne l'est plus depuis quelque temps déjà. Il est simplement désolé et désolant, indifférent et gris, à l'exception les bons jours de quelques percées de lumière en fin d'après-midi. Les bois alentours sont dénudés, la nature terne et endormie. Je ne sors quasiment pas de chez moi, et lorsque c'est le cas, le promeneur solitaire n'est pas dans des dispositions d'esprit qui le poussent à la rêverie. Il se sent impuissant et meurtri. J'ai découvert une forme d'ivresse de la solitude qui peu à peu s'est transformée en vertige. Vivre seul, c'est tout d'abord le plaisir de vivre à mon rythme. Je dors peu, je dispose à mon gré de journées de 18 heures. En dehors de petites obligations journalières, nourrir les animaux, m'alimenter, maintenir un semblant de fonctionnement domestique, ma retraite m'offre la compensation d'une disponibilité de temps inouïe. Mais je suis trop fébrile pour lire longuement et je ne vois plus de monde. Je ne vois plus le monde. J'essaie de le penser à travers les films seuls que je vois jour et nuit. Occupation principale et quasi unique, à l'exception de mon activité de boutiquier sur Internet, qui m'a permis de survivre entre 2 intermittences. Tel un Vernon Subutex des sous-bois, je revends sur la toile des disques, des DVD et des livres.
2 fois par semaine, je prépare des envois à destination du monde entier. J'imprime des bons de commande, j'empaquette, je scotche, je papier bulle, j'affranchis, j'expédie. Cela tue un peu de temps. Mais sinon, 3, 4, voire 5 films par jour. J'en ai toujours vu beaucoup, mais depuis la séparation, le rythme s'est intensifié. Aujourd'hui, des montagnes de DVD s'accumulent dans chaque recoin, je les compte par milliers. En outre, je suis devenu au fil des ans un redoutable écumeur de films sur Internet. Le téléchargement illégal n'a pas de secret pour moi. De Sid Juarez en chaîne YouTube, je moissonne tout ce qui m'intrigue, excite ma curiosité, des œuvres auxquelles je n'ai jamais eu accès et toujours voulu voir, aux découvertes les plus improbables. Films muets tombés dans le domaine public, pépites hollywoodiennes pré-Code Haze, incunables du cinéma soviétique, films érotiques scandinaves, gialli, pinku, drame allemand, thriller européen des 70s, tout y passe et je ne peux m'arrêter. Je gère mes téléchargements, j'archive, je me couche et je recommence le lendemain. Je sombre littéralement dans les films des autres, perds toute envie d'écrire, de filmer, de faire autre chose que regarder les films des autres. Le nid devient niche, le refuge prison. Et ces films des autres ne sont plus que des miroirs et non des fenêtres. Je suis invariablement installé dans la même position face à l'écran, au creux du canapé 3 places du salon. À mes côtés, le fauteuil du fantôme qui me renvoie avec une cruelle régularité au moment le plus difficile enduré entre ces murs. Il y a de cela presque 3 ans déjà. On avait découvert mon père déshydraté dans le petit appartement qu'il occupait seul. Une semaine d'hospitalisation, des examens et un bilan de santé positif à l'exception de son moral au plus bas. Je n'avais guère vu plus d'une 15aine de fois en 20 ans. J'étais passé à son égard de la détestation de l'adolescence, au silence, puis à l'indifférence. Durant les 2 décennies qui s'étaient écoulées depuis mon départ de la maison, je m'étais construit sans lui, ou peut-être plus exactement contre lui. Mes frères, eux, continuaient à le voir de loin en loin, alors que j'avais coupé tout contact. J'avais consenti à le revoir après de longues années, alors qu'il lui semblait nécessaire en vieillissant de se rapprocher de ses enfants qu'il avait si mal connus, et donc aussi de son fils aîné, moi, qui m'étais toujours dressé contre lui. Les derniers temps, nous nous voyions 1 à 2 fois l'an, de longues après-midi embarrassées, où à force de gymnastique tortueuse pour ne pas raviver d'antiques plaies et nous heurter mutuellement, nous finissions par ne rien nous dire, ou presque, autour d'un plateau de jeux de lettres. Le bref ennui de ces moments très espacés m'achetait un soupçon de bonne conscience à peu de frais. S'il était en demande de ces retrouvailles tièdes, c'est qu'elles devaient lui faire du bien, et je ne me sentais plus la volonté de lui en refuser l'aumône. À l'hôpital, les médecins, inquiétés par son état dépressif, lui avaient prescrit un séjour en maison de repos, déconseillant vivement qu'il réintègre seul son domicile. L'admission dans ce nouvel établissement ne pouvant se faire avant 1 semaine, et aucun de mes frères n'étant en mesure de prendre soin de lui durant ce laps de temps, j'ai fini par accepter, à contre-cœur, de l'héberger. J'ai traversé les premiers jours de sa présence avec une irritation que j'avais la plus grande peine à camoufler. Celle de nourrir, soigner ce père sans lumière, totalement désorienté, et qui conservait, malgré sa confusion, son caractère borné, son défaitisme, son machisme, sa rancœur, ses idées étroites issues d'un temps que je n'avais pas connu et dont il ne s'était pas échappé. Un père avec qui je n'avais rien en commun, mon père. Mon père Tour de France, miroir du cyclisme, mon père La vie du rail, mon père Corso Fleury, Rukitsuki, mon père Kessera Serra, la bonne du curé, la tactique du gendarme, mon père et le sport, le douanier Rousseau, mon père et sa conception obsolète de la virilité, de la conjugalité, de la paternité, mon père, 30 millions d'amis, mon père, jour de foot, mon père Cavana, Reiser, PMU, mon père, né en 1940, classe moyenne moins, 30 glorieuses, mon père et ses rêves modestes, la peur du qu'en dira-t-on, celle du regard des autres, celle de sortir du rang, celle de ne pas arriver à joindre les 2 bouts. Mon père, insatisfait, aigri, battu. Mon père qui n'a jamais soutenu aucun de mes choix. Le cinéma, tout le monde couche avec tout le monde. Les artistes, tous des PD. Mon père qui ne m'a jamais soutenu tout court. Mon père, le seul à avoir jamais usé de ce surnom abhorré, Francus. Mon père qui, à l'hôpital, a tenu à m'embrasser en me disant ce que je n'avais jamais su entendre ou ce qu'il ne m'avait jamais dit, qu'il m'aimait.
Mon père, mon antinomie. Je m'astreins aux efforts qu'imposent les circonstances, mais les conversations se nouent péniblement et s'éteignent vite. Le temps ralentit, les minutes pèsent des tonnes. Sa détresse et sa vulnérabilité l'empêchent de se concentrer. Impossible de tuer le temps à coup de partie de Scrabble, et je n'ai pas la télévision. Il ne sait que faire, il dort peu, confond ses médicaments, se réveille bien avant nous, tourne en rond. Chacun de ses gestes trahit son agitation intérieure. Il comprend que quelque chose ne va pas, il est obsédé et révolté par l'idée d'un traitement psychiatrique. Moi, j'attends d'être soulagé, que le temps passe, qu'arrive enfin le moment où je sois déchargé d'une responsabilité qui m'écrase, me plombe. Les soirées sont les plus éprouvantes. Le 4e ou le 5e jour, je me souviens de l'avoir entendu exprimer par le passé son admiration pour Charles Vanel, figure patriarcale comme il les aimait, à la Gabin, Bourvil, Pierre Freinet, Noël. Je me dis que cela lui fera peut-être plaisir de voir Le ciel est à vous, de Jean Grémillon, un film datant de sa petite enfance. Au bout de 30 minutes, contrairement au soir précédent, il est toujours réveillé dans son fauteuil. Il a l'air de suivre le film, et je ne suis pas mécontent d'avoir trouvé enfin quelque chose qui suscite chez lui un semblant d'intérêt, ou qui, du moins, ne le laisse pas totalement apathique. Je partage un film que j'aime avec mon père, ce qui, je crois, n'est jamais arrivé. Lorsque ses jambes se soulèvent soudainement à la verticale, agitées de spasmes, je ne comprends pas immédiatement ce qui se passe. Le mouvement machinal se reproduit. Ses bras, à leur tour, commencent à battre l'air. Mon ami saisit tout de suite qu'il est victime d'un malaise et se précipite sur lui. Je réalise enfin, je suis tétanisé. Sur l'écran, Madeleine Renaud prend son envol. À mes côtés, mon père perd conscience. Je n'ai aucun réflexe, mon ami agit. Des tapes sur la joue pour le faire revenir à lui, de l'eau glacée. On l'allonge au sol, mon ami lui comprime le sternum, je ne sais toujours que faire et m'agrippe à lui, me cramponne à ses bras. J'essaie de trouver des mots. Il faut appeler une ambulance et l'on sait qu'elle ne pourra pas arriver avant 30 minutes. Mon père ouvre brièvement les yeux, murmure une suite de propos incohérents. Il me reconnaît, me dit quelques mots qui ne se gravent pas dans ma tête, quelque chose comme « ça ne sert à rien de résister, quand faut y aller, faut y aller ». Et il replonge, pour ne jamais revenir. C'est fini. Il est venu mourir chez moi. J'ai vu pour la première fois un homme mourir sous mes yeux, dans mes bras. Je ne comprends pas, je suis en colère. Ces derniers mots spécifiquement me mettent en colère. Pourquoi à moi? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et pourquoi mourir devant un film? Pourquoi le ciel est à vous? J'ai revécu cette scène des mois entiers, et j'ai cru 100 fois mourir à mon tour devant tous les films vus depuis. Un influx nerveux, une crispation au niveau de la poitrine, des picotements aigus aux doigts, aux orteils. L'idée absurde, ressassée par mon cerveau traumatisé, que cela va être mon tour, que cette place de spectateur est désormais liée à la mort. Et pourtant, je ne l'ai pas abandonnée. Presque 3 ans plus tard, en avril 2016, je l'occupe toujours. En Alsace, où le régime concordataire napoléonien n'a jamais été abrogé, l'Église n'est pas officiellement séparée de l'État. On défend férocement, par orgueil, et sans doute aussi par un sacro-saint respect de la tradition, sa singularité anachronique. On enseigne toujours le catéchisme à l'école. Il semble normal que les prêtres soient rémunérés par le contribuable, et au royaume de la Cigogne, on est prêt à défendre bec et ongle les 2 jours fériés supplémentaires octroyés par ce statut obsolète. On ne travaille pas le 26 décembre, ni le vendredi saint. Aucune réforme n'est venue à bout de ces privilèges régionaux. Pâques se vit comme un second Noël, dans l'obscène mise en scène renouvelée des réunions familiales autour d'un gigot, de la chasse aux œufs organisée pour les plus jeunes par les vieux, que l'on nomme, par une sorte d'atavisme tribal et une déférence rigide pour tout ce qui n'est pas d'aujourd'hui, les anciens. Toutes les occasions estimées légitimes de consommer, de faire bonne chère, de s'en jeter un dernier parce qu'après tout, demain c'est jour chômé et qu'on ne l'a pas volé, d'exhiber son bien-être, sa prospérité, sa marmaille blonde et docile, bientôt conforme, sont bonnes. On ne badine pas avec les fêtes religieuses, les traditions ou la respectabilité. Personnellement, je n'ai rien à fêter et certainement pas la résurrection du Christ. Les journées peu à peu s'allongent et les températures remontent timidement. Ça s'appelle le printemps, et comme chaque année, au moment où l'herbe verdit à nouveau et où le jaune des coucous et des dents de lion fait son apparition,
Je ressors mon panier d'un placard et entreprends de ramasser de la verdure pour Sarah Jane, le lapin papillon que j'ai installé sur mon balcon peu après mon arrivée au village. Je m'impose cet exercice de cueillette pour sortir au moins une fois par jour, m'aérer, interrompre le flux des affairements quotidiens auxquels je m'adonne avec frénésie, afin de me retrouver le moins souvent possible face à moi-même. Probablement parce que je ne parviens plus à écrire depuis longtemps, il m'est intolérable de me sentir désœuvré. Je me persuade de n'être pas oisif en considérant tout comme travail, du tri de mes disques au pliage du linge, de la préparation des repas au visionnage des films. Je sais confusément que si l'ennui se frayait la moindre place dans ma solitude, elle se matérialiserait bien trop pour que je puisse continuer à la chérir. Les brèches colmatées par mon activité programmatique pourraient alors céder, et je serais contraint de regarder en face celui que j'entreaperçois avec humeur dans la glace le matin au réveil. Le cadras célibataire, aux traits bouffis, aux yeux injectés de sang, le teint mou, le muscle mou, le ventre mou. Le premier malheur du jour. Est-ce là la gueule que je mérite? Et que résume-t-elle? Mes échecs, mes combats intérieurs, une vingtaine d'années de nuits blanches, mes faiblesses, mes addictions, mes démissions. Je ne me sens jamais loin d'être devenu un de ces personnages tragiquement comiques qui peuplent le cinéma de Blake Edwards. Ces petits hommes que la crise de la quarantaine épingle sans prévenir et qui se précipitent dans un labyrinthe inextricable de mensonges pathétiques, de mesquineries, à la recherche d'une jeunesse et d'une insouciance perdue, plus que d'un véritable second souffle. Mais eux, on les aime parce qu'en dépit de leur lâcheté, ils sont croqués avec la tendre cruauté et l'indulgente perspicacité de celui qui les imagine et les regarde se débattre. Ce sont des personnages de fiction qui retombent sur leurs pieds. Moi, personne ne me regarde et mon reflet dans le miroir ne m'inspire aucune mansuétude. Alors, je ferme les volets, j'éteins les lumières et je retourne à mon écran, le lieu des obsessions magnifiques où les mirages de la vie se teintent de sublime. Le pays, celui des journaux, des informations, celui des villes surtout, des gares, des aéroports, des administrations, des salles de spectacle, est toujours en état d'urgence. Les tenants du pouvoir entretiennent leur meilleur allié, la peur, à grand renfort de contrôle policier, de surveillance militaire, de perquisition. On en appelle au sens du devoir, à la vigilance citoyenne. On attise la méfiance, la suspicion. On brandit les oripeaux fatigués des valeurs de la République qu'on instrumentalise à l'envi. Les chiens de garde jonglent avec les concepts de laïcité, de souveraineté nationale, de liberté. Ce ne sont plus des idées qui circulent, mais des remparts, des paravents, des épouvantails, des fétiches. Au village, où je ne parle à personne, cette transe sécuritariste est à l'évidence imperceptible. On n'y a jamais vu beaucoup d'uniformes ni de gyrophares en dehors des interventions de pompiers ou du passage ponctuel de gendarmes venus arbitrer un différend entre voisins ou constater un suicide. Car il arrive ici comme ailleurs, voire un peu plus, que l'on se pende, que l'on choisisse d'en finir. À Strasbourg, comme sur l'ensemble du territoire, on a commencé à se mettre debout la nuit, en réaction à la morgue d'un gouvernement qui n'a d'autre couleur que celle du capital. Je suis intrigué par ces rassemblements citoyens et songe même, par moments, à aller y voir de plus près. Je suis naturellement enclin à soutenir toute forme de résistance à la dictature de la rentabilité, à l'entretien de la plutocratie et du népotisme. Ceux qui veulent casser des banques m'ont toujours paru sympathiques. Mais ma défiance naturelle vis-à-vis des mouvements collectifs, des idéologies de groupe, reprend vite le dessus. Derrière l'écran de mon ordinateur, je suis, avec une distance bienveillante, l'évolution du phénomène nuit debout, les engagements fervents de quelques rares amis, mais je sais confusément que je n'y ai pas ma place et je sens la partie perdue d'avance. J'interroge ceux qui s'y sont rendus, ceux qui sont passés en simples observateurs, d'autres, plus rares, qui se sentent plus investis, mais dans mon entourage proche, on est unanimement sceptique. On se méfie à juste titre de la récupération possible et l'on moque gentiment une forme de candeur adolescente des débats, ainsi que l'apparition de stands de merguez en bordure des manifestations. Mon approbation et mon soutien restent théoriques, silencieux, sans effet. Au fond de moi, j'estime peut-être cette forme de contestation trop douce, trop conciliante. Je me sens à la fois trop vieux pour la révolution, dont on est de toute façon bien loin, et trop jeune pour le renoncement. Dans un entre-deux perplexe, un no man's land de doute et de colère contenue. Perdu, désabusé, à la marge des événements, à leur traîne aussi probablement.
Je me rends à Paris à la fin du mois et la ville me fait tout de même du bien. Elle me procure ce plaisir invariablement renouvelé à chaque arrivée gare de l'Est de me mêler à une kyrielle de passants panachés, et c'est la même euphorie esthétique qui me saisit à chaque fois. Pendant quelques heures, tous les gens sont beaux. Beaux de leurs différences, de couleur de peau, de style vestimentaire, d'allure, de comportement. Le monde qui arpente les trottoirs de Paris respire la diversité, la singularité. Comme si la petite musique que chacun portait en lui était unique et me devenait perceptible. Le décalage avec le village où tous ou presque ont les mêmes complexions, physionomies, démarches et tranchées. J'en oublie presque un instant l'image pourtant bien nouvelle, elle, des militaires en treillis, le regard fixe et contendant, péripatant, mitraillette en bandoulière et dogue en laisse, les plateformes de la gare. Prince meurt le jour de mon arrivée. Je me souviens de la place à part qu'il occupait dans mon imaginaire érotique adolescent, du trouble suscité par cette créature suintante de sensualité, ses chemises à jabot, la couleur pourpre, le regard noir, excitant et vicieux. Et puis bien vite les soirées, les pots, les déjeuners s'enchaînent. Et je m'abandonne, dans un premier temps, à la joie de retrouver les amis de toujours, ceux avec qui les heures filent à la vitesse de la lumière, ceux des discussions à bâtons rompus, ceux avec qui les partages sont faciles, évidents, les références communes, l'accord implicite. Je passe la semaine chez un amoureux devenu ami, à 200 mètres de mon ancien logement, dans la plus petite avenue de Paris qui mène tout droit à la tombe de Sacha Guitry et au cimetière de Montmartre. Je romps avec le rythme ascétique de la campagne. Ici, pas de film, aucune obligation particulière. Les nuits sont liquides et souvent stupéfiées. Les après-midi s'écoulent lentement dans la cuisine, enrobés d'une lumière grise, à lire enfin un peu. L'une des colocataires de l'ex me fait part de son intention de déménager. Et, de fil en aiguille, il est décidé qu'à son départ, envisagé au plus tard à l'automne, je récupérerai sa chambre. Le loyer est très raisonnable pour Paris, c'est-à-dire hors de prix pour moi, mais j'entrevois là comme une lumière au bout du tunnel. Et je vais la suivre, je partirai. Je rentre en Alsace, épuisé par les excès de la semaine, et encaisse le brusque retour à la monotonie silencieuse de mes murs. Dans un premier temps, je suis néanmoins revigoré par la perspective de quitter dans un futur relativement proche cet endroit où je monologue depuis si longtemps avec mes fantômes. Soulagé d'avoir pris la décision de partir, aussi aventureuse soit-elle matériellement. Mais on ne se refait pas, et l'enthousiasme initial cède bientôt la place à l'inquiétude, au vertige face à l'ampleur des tâches à accomplir les prochains mois. J'ai accumulé, au fil des années, dans ces pièces devenues trop grandes pour moi, quantité de meubles et d'objets. Et, profil obsessionnel oblige, je croule sous des milliers de livres, de disques vinyles, de CD et de DVD. À tel point que j'ai colonisé, au fur et à mesure, les combles de la bâtisse. Passant de 100 mètres carrés à 20, il va m'être impossible de tout garder. Un bras de fer redoutable s'annonce entre mon attachement à nombre de ces supports et la raison qui me souffle insolemment que je me suis enterré sous ces films, ces musiques et ces pages, que j'en suis devenu le captif volontaire et consentant. Mon syndrome de Stockholm. Ce sont, au propre comme au figuré, des murailles, des fortifications, des pyramides à abattre. J'ai toutefois l'intime conviction que ce douloureux sacrifice est nécessaire. Je me rabâche que je ne me définis pas par ce que je possède, que mon identité n'est pas constituée par des rayonnages sur des étagères, qu'il faut lâcher du lest, s'alléger sévèrement pour remonter tant soit peu à la surface, à la lumière du jour, aussi ternes me paraissent-elles. Ce désherbage imposé par les circonstances aura le mérite de dégager de tout ce fatras culturel ce qui me tient réellement à cœur, trancher dans le vif entre l'indispensable et le superflu, l'essentiel et le décoratif. Je sais que le processus sera laborieux et difficile. Heureusement, j'ai quelques mois devant moi. J'entreprends de procéder mètre cube par mètre cube, effectuer un tri drastique, sans sentimentalisme, sans mauvaise foi. Revendre au plus vite sur Internet, serait-ce à des prix ridicules ce qui peut l'être, afin de mettre un peu d'argent de côté pour le déménagement. Donner aux amis, à qui la musique baroque, à qui Marguerite Duras, à qui Cécile DeMille. Léguer tous les livres que je ne lirai plus à la bibliothèque locale. Débarrasser, restreindre, diminuer, vider. Il me faut des cartons, de l'énergie, du discernement et du temps. Je m'y attelle. J'alterne déblaiement et film. Les bons jours, j'ai l'impression d'avancer. Les mauvais, je ne vois que ce qui reste à accomplir, l'aspect dantesque de l'entreprise. Sisyphe au pays du bretzel, j'ai l'impression d'écoper un puits de dérive.
Derrière mes fenêtres, le mois de mai peine à s'illuminer, les températures stagnent et la pluie n'en finit pas de s'abattre, de détremper forêts et sentiers, étouffant jusqu'aux impassibles tintements de cloches qui, tous les quarts d'heure, jour et nuit, se répercutent affaiblis jusqu'à mon 2e étage. Je m'abandonne, comme j'ai appris à le faire, à la morne succession de journées sans lumière et sans parole, à l'exception des dialogues échangés la nuit sur les réseaux sociaux avec des camarades qui, comme moi, ne trouvent pas le sommeil. Passé le dernier film de la journée, sur les coups d'1h du matin, je m'abrutis de musique, de bière et de joints. Pour ne point trop ruminer, détendre la bête, penser à autre chose, discuter, jouer, télécharger, oublier que forcément le lendemain ressemblera au jour précédent. Je me couche au lever du soleil. Le rideau noir d'un sommeil lourd et sans rêve tombe enfin sur moi. Je suis venu à bout d'une autre journée sans absolu. Rien ne vient réellement troubler la routine de mes jours qui se répètent tous à l'identique. Écran, clavier, paquet, carton, chat, lapin, dîner en solitaire. Il pleut, je lis Virginie Despentes. Il pleut, je visionne des films américains pour une programmation que m'a confié un festival. Il pleut, j'écoute du rap français, découvre et me repaie de Douce Kawa, Les Chevals hongrois, Lucio Bukowski. Une musique qui m'interpelle et me remue les tripes, qui regarde le monde en face, aussi entre constats amers, fulgurance poétique et recherche de la lumière. Une fin d'après-midi, je reçois un coup de fil d'un couple d'amis réalisateurs portugais. Ils sont à Metz, s'apprêtant à rentrer à Lisbonne en voiture, et se proposent de me rendre visite. Moins de 2 heures plus tard, les 2 joints sont dans ma cuisine. Le ciel, courtois, s'est éclairci, et nous passons 2 journées à nous retrouver, à évoquer le tournage compliqué de leur dernier film, à manger et boire abondamment. Nous marchons dans la forêt gorgée d'eau, observant les oiseaux, glanant de la menthe sauvage utilisée juste après la promenade pour la confection improvisée de cocktails. Une délicate parenthèse d'empathie, de fantaisie et de boutade, qui malheureusement se referme trop rapidement. Je réfléchis au film que je veux faire et tente de dépasser le stade de l'esquisse. La forme du journal ou de la chronique s'impose peu à peu. Je m'interroge sur la légitimité de ma prise de parole, sur la pertinence de ma démarche. User de la première personne du singulier, le geste n'est-il pas vaniteux ? Je n'ai jamais tenu de journal écrit plus de quelques jours, en partie par manque de persévérance, mais surtout par crainte de sombrer dans une sorte d'onanisme introspectif, de ne pas trouver le recul indispensable pour relayer et analyser les événements qui ponctuent ma petite existence et mon époque. La platitude, le narcissisme, l'orgueil, la mauvaise foi, l'apitoiement me paraissent autant d'écueils possibles au genre. Comment s'en prémunir ? Par ailleurs, cette entreprise, basée sur l'utilisation des images que j'ingurgite, ne dissimulerait-elle pas une machiavélique construction de mon esprit maladif pour justifier ma cinépholie ? Je conçois certes ce projet dans l'idée de sortir de la passivité, de rendre dynamique et féconde ma boulimie de film, mais je suis dans la position d'un toxicomane qui, pour se libérer de sa dépendance, déciderait non pas de rompre avec ses habitudes, mais de les observer et de les commenter. La mise à distance ne serait-elle pas qu'illusoire ? Le projet lui-même impliquant l'entretien constant de mon addiction et possiblement au bout du compte un accroissement de cette addiction. Comment me libérerais-je de ma fatale attraction pour les films érigés comme un rempart esthétique contre la laideur du monde ? Je m'en sors en me persuadant que l'important, pour le moment, est de se poser ces questions et non pas d'y répondre. Cela tombe bien, j'en serais incapable. Dans ma verte vallée où folklore semble rimer avec identité, les manifestations dites culturelles se limitent d'habitude à des représentations de farces théâtrales en dialecte ou à des fêtes légumières. Je suis pour le moins surpris de découvrir l'imminence d'un concert de Françoise Breu, dont j'ai suivi de loin en loin la carrière. La première partie est assurée par un chanteur de blues régional qui retient depuis quelque temps mon attention. Tout cela se déroule dans un village éloigné que je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais traversé. Je m'y rends, accompagné de ma mère. Comme par miracle, la soirée est douce et lumineuse. Les interprètes se produisent en plein air, avec en toile de fond les champs vallonnés de la campagne environnante, irisés par les nuances d'un soleil qui décline paresseusement. L'auditoire est attentif, souriant, discret. Galopins et galopines folâtrent dans l'herbe à 2 pas de la scène, insouciants. Tout, dans cette soirée qui s'étire généreusement jusqu'à plus de minuit, relève de l'exception heureuse. On se croirait sous d'autres cieux, en d'autres temps.
Françoise Breu n'y chante pas écran total, un morceau de son dernier album écouté quelques jours auparavant, qui commence par des éclairs dans le reflet de ses yeux, il cherche la lumière à tâtons dans une mise en abîme sans fond. Il semble bercé d'illusions, les yeux rivés sur l'écran. L'écran, j'y retourne fatalement. Je télécharge une centaine de films soviétiques en 3 jours et me plonge dans le cinéma est-allemand. Mon attirance pour ce cinéma d'avant la dissolution du bloc, si j'y réfléchis, provient sans doute du fait que ces personnages s'interrogent constamment sur leur place dans la société, sur leur fonction, leur utilité à la réalisation d'une utopie collective. Ils questionnent les mécanismes du pouvoir et du travail, l'exercice de l'autorité, l'éducation, la transmission de l'histoire. Le héros de l'Est s'inscrit dans un rapport dialectique et concret au monde, s'y pense sans s'en abstraire, comme un rouage de l'engrenage supposé produire une société égalitaire. Il est mu par un idéal. Que cette posture découle d'un endoctrinement idéologique ne me dérange pas en définitive. Sa dignité, aussi convenue puisse-t-elle paraître, me le rend plus aimable a priori que le personnage de fiction occidentale, déterminé par un rapport étriqué de jouissance au monde et pour lequel le droit au plaisir est inaliénable. Ce dernier ne se définit que rarement par sa citoyenneté. Il est avant tout un individu qui revendique sa singularité, il se pense hors du commun. L'un rêve et produit, l'autre consomme et consume. Au village, en ce début juin, il fait souvent orage. Une nuit, l'une des masses rocheuses de grès qui surplombent le hameau se détache et s'abat sur la toiture de voisins peu amènes qui avaient menacé mon équipe avec un fusil il y a quelques années lorsque je tournais alentour. L'incident me fait bien rire. Je réceptionne un nouvel ordinateur que je réussis à infester de virus en l'espace de 3 jours. Mon ancien amoureux chez qui je dois emménager à l'automne vole à ma rescousse. Nous passons une semaine à réinstaller des programmes, désinfecter des ports USB, booter, rebooter, interroger des forums spécialisés, et boire, et manger, et partager des films. J'ai comme une envie de vomir l'actualité des derniers jours. C'est tout nouveau, tout frais, de l'autre côté des Alpes, au pays du Titien et de Pasolini, l'on peut désormais acheter Mein Kampf en kiosque. Ce qui ne semble pas émouvoir outre mesure. Tout va bien. En Floride, un timbré fanatisé vient de dégommer 50 personnes dans une boîte gay. Chaque jour apporte implacablement son lot de sidération, de désespoir et de deuil qui contribuent à me confiner hors du monde, qui encouragent ma claustration et mon autisme social. Je suis à 2 doigts de l'aquabonisme, de la résignation totale. Mais quelque chose en moi continue de crier, et c'est assourdissant. L'ami et moi repartons ensemble à Paris. Il me pousse, en dépit de mes réticences, à faire le trajet en covoiturage. Je me laisse convaincre, en me disant qu'au pire, je me gaverai de tranquillisant et ferai semblant de dormir. Dès les premiers instants où nous entassons nos sacs dans le coffre, à côté des clubs de golf du conducteur, guère plus âgé que nous, je sens que nous avons affaire à une incarnation satisfaite du nouvel ordre économique. On est décontracté mais on ne fume pas dans la voiture, on est start-up et l'on écoute une soup world standardisée. On discute parce que c'est ça qui est formidable, non, avec le covoiturage, rencontrer des gens de tous bords. On étale bien sa vie, sa femme, ses enfants, ses certitudes, la réussite, les voyages à l'étranger. Moi, je vends à des chaînes hôtelières des applications qui détectent les déplacements et les achats de leurs clients afin de pouvoir influer sur ceux-ci. Et vous faites quoi ? Je ferme ma gueule et ronge mon frein. Dans ma tête, trottent les paroles du morceau d'un dénommé Zippo, découvert il y a peu et que j'écoute en boucle. Maintenant, j'ai une hache. On crie beaucoup sur les terre-pleins du boulevard de Clichy à notre arrivée. Et je regrette presque aussitôt d'avoir fait le voyage en découvrant la meute imbibée et gueularde qui éructe devant l'écran géant, gracieusement installé par la ville de Paris, sur lequel est diffusé un quelconque match de l'Euro. Voilà un rassemblement public qui ne contrevient pas à l'état d'urgence. Il faut savoir relâcher la bride, j'imagine. Rien de mieux que le football, on le sait depuis longtemps, pour claquemurer les dissensions, détourner l'attention, créer l'illusion d'un tous ensemble. La toujours utile distraction que voilà. Je traîne péniblement mes bagages à travers la grouillante masse rougeaude au visage peinturluré. Bleu, blanc, foot. Ferveur collective, idiotie triomphante, chauvinisme houblonné. Splendeur du supporter.
Toute la semaine, je vais ouvrir la fenêtre au matin et inhaler les relents pestilentiels de pisse et de gerbes déversés durant la nuit qui s'écoulent en grumeles ruisselées le long du caniveau. Toute la semaine, des hymnes paillards, des algarades, des insultes, des hurlements, de tonitruants surgissements de violence déchirent mon sommeil. À tel point qu'alors que la date de mon aménagement est désormais fixée à début octobre, j'en viens à douter de ma décision, à me demander si la muette hostilité du village ne vaut pas mieux que cette triste foule joyeuse. Je lutte contre la tentation de la synecdoque, mais cette partie n'est heureusement pas un tout, et ce ne sont pas des étendards tricolores que brandissent, eux, les opposants à la loi travail qui défilent le 14, désireux d'endiguer les offensants débordements libéraux d'un gouvernement qui bafoue allègrement son électorat et ses administrés. Quelques-uns, toujours encore, se lèvent pour défendre leurs droits piétinés, pour faire entendre leur colère d'être cyniquement humiliés par des cadres politiques impavides, macrotés par le patronat, inféodés au CAC 40. À ceux qui résistent au meilleur des mondes tels que le flairait Huxley il y a plus de 60 ans, on rétorque à coups de matraque, de grenades lacrymogènes et de canons à eau. Caresse de CRS. Paresseux, résigné, je n'ai aucun espoir en l'issue des affrontements. Je soutiens lâchement les manifestants sous ma couette, me réjouissant du bordel orchestré par les Black Blocs, et je me rendors en rêvant de banques incendiées, de préfectures lapidées, d'un nouveau désordre. En me promenant sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard, je tombe sur cette citation de Hermann Hesse, postée par une amie inconnue. Je sens brûler une soif sauvage de sensations violentes, une fureur contre cette existence neutre, plate, réglée et stérilisée, un désir forcené de saccager quelque chose, un grand magasin ou une cathédrale, ou moi-même, de faire des sottises enragées, d'arracher leurs perruques à quelques idoles respectées, d'aider des écoliers en révolte à s'embarquer sur un paquebot, de tordre le cou à un quelconque représentant de l'ordre bourgeois. Car c'est cela que je hais, que je maudis et que j'abomine du plus profond de mon cœur. Cette béatitude, cette santé, ce confort, cet optimisme soigné, ce gras et prospère élevage du moyen, du médiocre et de l'ordinaire. Campagne alsacienne à nouveau. Les étagères se vident lentement, trop lentement. La masse diminue à peine. Entre deux films, je tourne en rond. Rien ne va assez vite. Je travaille à un set de musique que mes amis lisboètes m'ont demandé de préparer pour le vernissage d'une exposition qui leur est consacrée. Cette invitation au Portugal tombera à point nommé si la perspective d'un voyage ne suffisait à me remplir d'angoisse. J'ai comme un début de mal de dents qui se précise de jour en jour. Somatisation, hypocondrie. Je me méfie des réactions de mon corps et de mon esprit à l'angoisse. Je n'éprouve qu'une douleur légère, mais je la sens sur le point d'éclore. Je me gave nostalgique, dans l'espoir de juguler le mal à venir. Le trajet s'apparente à une aventure. Pour arriver à la petite ville côtière où l'on m'attend, je prends la voiture et le train. Je passe une nuit à Strasbourg, d'où je repars en bus à l'aube, sans avoir dormi, à destination d'un aéroport allemand duquel je m'envole pour Porto. Là, c'est 30 minutes supplémentaires de métro avant de retrouver enfin mes amis, entièrement absorbés par la mise en place de l'exposition et les ultimes problèmes liés au vernissage. Un attentat a eu lieu en Turquie juste avant mon départ, et pendant mon séjour, ce sont tour à tour l'Irak le 3 juillet, puis la Syrie le 5, qui comptent leurs morts. Je n'ai aucun désir de paresser au soleil, ni de me promener dans les venelles locales que je connais par cœur. Je lis dans ma chambre d'hôtel et laisse filer les heures jusqu'au moment de passer de la musique. J'ai effectué une sélection qui renvoie par divers clins d'œil à l'univers cinématographique de mes amis. Parmi les morceaux choisis, j'insère la valse composée par David Mansfield pour Heaven's Gate. L'univers du réalisateur est éloigné de celui de mes amis qui, contrairement à beaucoup, le respectent sans l'idolâtrer, mais j'ignore pourquoi il me semble que cette valse trouve sa place ici, dans la mélancolie du venteux crépuscule portugais. La fête tire à sa fin, je suis soulagé de m'être acquitté, malgré mon appréhension et mon manque de pratique, de la mission fixée. Je retrouve avec plaisir quelques amis et connaissances, on me présente à des visages inconnus, je bois un dernier verre. Je m'isole un moment et rallume mon téléphone. Et je découvre soudain, en déroulant négligemment le fil des actualités, que Michael Cimino vient de mourir. Je pense ironie funeste, je pense hasard cruel. La coïncidence me perturbe. Le lendemain, nous repartons en voiture à Lisbonne. J'ai beau me réjouir de passer du temps avec mes amis, je n'arrive pas à profiter de cette vacance. Mes dents me taraudent, j'absorbe quantité de médicaments,
Je répugne à sortir de ma chambre et ne le fais que pour ne pas être désagréable à mes hôtes. La mort continue à pleuvoir où elle veut en ce début d'été qui sent déjà furieusement le sapin. Abbas Kiarostami s'éteint à son tour. Je me remémore son film, Le Passager, un soir où nous bravons le tumulte des supporters de foot qui se déversent dans le métro, les rues et les places publiques. Curieusement, cette foule effervescente m'apparaît bien moins inquiétante et répugnante que celle qui beuglait, dans un remugle de bière tiède et de testostérone, 15 jours plus tôt sous les cieux parisiens. Nous découvrons la nuit du Carrefour de Jean Renoir à la Cinémathèque de Lisbonne, et je m'assoupis cette nuit-là avec des images de tortues et d'opiacés dans un recoin de l'esprit. Au retour, je cesse de tergiverser et m'impose une conduite adulte. Je contacte un dentiste. Il faut désinfecter, soigner, détartrer, fraiser, prendre des empreintes, couronner, j'en passais des meilleurs. Pour ne pas rejoindre la cohorte descendant des damnés dentaires, je planifie une heure de rendez-vous hebdomadaire jusqu'au déménagement et sacrifie la majeure partie du petit pécule qui devait servir à faciliter mon départ à la douloureuse qui m'attend. Le 14 juillet se tient invariablement le marché aux puces du village. Prisonnier de mon rythme nocturne, je ne suis pas couché lorsque les premiers stands commencent à être dressés avant même le lever du jour. À la buvette, la tireuse, que l'on actionnera sans répit jusque tard dans la soirée, déverse les premières mousses. Je me couche, protégé de ce brouhaha par les fenêtres et volets hermétiquement clos de ma chambre. J'émerge quelques heures plus tard, extirpé de ma nuit diurne par une rumeur sourde et ondulante, comme si des nuées d'insectes s'ébrouaient dans un recoin de mon crâne. Lorsque j'ouvre les fenêtres, c'est une bruissante marée humaine qui se déploie à mes pieds, une dissonante symphonie sans partition, produite par des centaines d'exécutants qui se traînent nonchalamment d'un stand à l'autre. Un torrent grondant de jactances, d'interjections, d'apostrophes. Les porte-monnaies cliquettent de toutes parts, les objets, dans l'attente statufiée d'une deuxième vie, sont jaugés, soupesés, négociés. On traque paresseusement la bonne affaire ensevelie sous la crasse et la poussière, le colifichet magique, le rosaire sacré, le pouce-bébé Renaissance, le chef-d'œuvre inconnu enfoui sous la croûte champêtre. Les vendeurs aguerris bonimentent inventent une nouvelle mythologie pour chaque babiole, à destination de celui dont le regard a le malheur de s'attarder sur une poupée de cire éborgnée ou un tabouret claudiquant. De temps en temps, c'est une gifle donnée à un gamin, le celle-là tu ne l'as pas volé qui l'accompagne et les cris subséquents qui crèvent le moutonnement, ou une nauséeuse traînée d'accordéon qui soudain s'intensifie et remonte à mes oreilles. Si c'est là le monde et les gens dont je vis retranché depuis des mois, à quoi bon rompre avec l'érémitisme ? Je referme les persiennes, plonge le salon dans une rassurante et placentaire obscurité. Mais ce garde-fou improvisé n'étouffe que faiblement le vrombrissement du dehors. Je m'installe à l'ordinateur, je couvre mes esgourdes d'un casque, je monte le volume au maximum, je roule un joint et m'abandonne à la musique. J'écoute quelques nouveautés au gré de mes déambulations virtuelles, je regarde des clips et tombe sur un morceau, vieux de 3 ans déjà, qui coïncide parfaitement avec mon humeur de l'instant. L'humeur froissée et ennuyée qui, du plus loin qu'il m'en souvienne, m'a toujours étreinte les jours fériés. Plus oppressante encore les jours de fête nationale, les jours tricolores, ceux où l'on pavoise et défile. Les jours bouffis d'orgueil et de contentement historique. Le morceau s'appelle La France des épiciers, il est signé Gontard. On peut y entendre. T'as vu, papy, on nous donne toujours les mêmes joujoux qu'avant. La religion, l'égoïsme, la gloire, les beaux crimes en prime time, les trains qui déraillent et n'arrivent jamais, et tout ce fétichisme autour du drapeau. Comment peut-on vénérer un morceau d'étoffe ? J'écoute 2, 3, 4 fois, pour dépasser mon émotion première, éprouver le texte. Mais oui, il y a bien là comme une adéquation inattendue entre la teneur des paroles et ma journée. Je décide d'épingler le clip sur mon mur Facebook. Quelques heures plus tard, je prépare une salade de pois chiches et descends au bas de l'immeuble pour chercher ma mère et sa meilleure amie et les inviter à la déguster dans ma cuisine. La nuit tombée, on frappe à ma porte. Visite d'un ami, connu avant mon installation au village, avec qui tous liens sont rompus depuis des années. Souriant et légèrement ivre, il vient rattraper le temps perdu, dit-il, et me voir avant que je ne parte définitivement. Nous buvons beaucoup, de la bière et de l'eau de vie. J'échange quelques propos, mais le laisse principalement discourir. Il a toujours aimé à s'entendre parler, et l'ivresse me dispose à l'écoute.
Il prend congé, titubant, peu avant le lever du jour. Quelques instants plus tôt, j'ai jeté un œil sur mon ordinateur et découvert qu'a eu lieu l'attentat de Nice. Je me dis qu'il y a peu de chances que je connaisse qui que ce soit ayant eu pour idée d'assister aux célébrations du 14 juillet, et encore moins sur la Côte d'Azur, et me couche, assommé, dans les vignes du Seigneur. Je sors du sommeil ankylosé. Je refuse de voir les images livrées en pâture sur les sites d'information. En un éclair, je visualise le cortège de récupération douteuse, d'amalgames absurdes, la manipulation des affects, la douleur, les dépouilles, l'hémoglobine, les larmes, la colère qu'on va nous servir et nous resservir pendant les jours à venir, les portraits sur lesquels vont de nouveau se juxtaposer le drapeau français, le deuil qui fédère un pays déchiré, tous ensemble, tous ensemble. Les biographies de chaque victime accompagnées d'un cliché hommage, un portrait souriant, la bonté, l'innocence happée en plein vol. La fabrique de martyrs. C'est elle, c'est lui, c'est vous, c'est moi. L'exploitation sans vergogne de l'affliction du plus grand nombre pour contraindre toujours plus, rogner sur les libertés individuelles. Le rejet des responsabilités des uns sur les autres, le baromètre de la peur qui s'affole, le calcul de ce qu'elle peut faire gagner comme point dans les sondages, l'opportunisme des fossoyeurs, l'analyse promotionnelle des penseurs officiels toujours prompts à occuper l'espace médiatique, la pornographie de l'horreur, la raison qui tweete, le poison des trolls, la fringale de boucs émissaires, les effluves de vindicte, le racisme sous-jacent, la justification des grands moyens, le conditionnement sécuritaire, l'injonction défensive, l'impéritie des raisonnements. La peur, grand chasseur, insurpassable rassembleur. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Je ferme les paupières, je me bouche les oreilles, je pressurise mes tempes. Mais j'entends, je perçois encore, de plus en plus distinctement, le bruit des bottes qui reviennent. Serais-je donc le seul à l'entendre ? Quelles conséquences auront les inconséquences de chacun sur les prochaines élections présidentielles ? De grands affreux succéderont-ils aux petits affreux qui se succèdent eux-mêmes les uns les autres depuis des décennies ? Dans ce marasme, plus encore que d'habitude, j'ignore totalement comment assumer le manque de consistance de ma dérisoire existence. Mes atermoiements, mes angoisses, mes doutes, les retranchements esthétiques, les ridicules habitudes derrière lesquelles je me mure, dressant une barricade illusoire contre la violence du monde. Tout cela paraît si égoïste, si vain. Et juillet se poursuit, déroulant implacablement un écheveau d'abominations et d'aberrations d'une densité rarement atteinte. Les purges turques, Adama Traoré, la loi travail imposée au forceps, l'évacuation des demandeurs d'asile du camp de la Villette, et en moins d'une semaine, coup sur coup, Munich, Kaboul et Saint-Étienne du Rouvray. Le soleil brille et il pleut des victimes, le soleil brille et les bombes explosent, le soleil brille et l'on abuse du désarroi, de la stupéfaction, de la torpeur vacancière, pour imposer son nouvel ordre libéral, pour bafouer les classes populaires, pour nettoyer les rues capitales des campements qui font tache. Faire le ménage, démontrer la force, rassurer, déblayer, ordonnances et arrêtés, menottes et matraques, taser et chouka, la gerbe. La résurgence de ces sentiments si familiers que sont la mauvaise conscience et la culpabilité d'être un spectateur impuissant de ce déferlement, une petite larve anonyme, protégée par mes origines et ma non-couleur de peau. I see a darkness, la suave et désespérée complainte de Bonnie Prince Billy ne me lâche plus. Elle me transperce, me caresse, me console, me désole. Elle s'éloigne, je me rapproche d'elle, je la fuis, elle accourt. Elle se métamorphose en mouchoir, en linceul, en amulette, en nuage, en orage, en compagnon d'infortune. Je me raccroche une fois de plus au concret, à l'interminable évidage de l'appartement. Occupe-toi, travaille, tu penseras moins. Ça n'est pas gagné. Si seulement j'acceptais la distraction, mais rien n'y fait. Ma libido triomphe dans son rôle de belle au bois dormant, ronflante paralytique. Mes désirs sont cryogénisés. Alors, quand j'en ai fini pour la journée, de décrocher, de mettre en paquet, de démonter des étagères, j'en reviens toujours à mes faux frères de celluloïd, les films. Répétition de jours identiques avec pour unique variante le menu cinéphile sans cesse renouvelé. Répétition de nuits identiques où les stockades tant recherchées mais portées par le cannabis et le houblon. Le lundi, sosie du mardi, le jeudi, photocopie du mercredi. Des corridors de jours et de semaines qui forment un sombre palais des glaces, un labyrinthe de miroirs obscurs.
à en oublier presque, derrière les volets fermés, que c'est l'été. De fidèles amis se chargent de me le rappeler. Ils sont quelques-uns à venir de Nantes, de Strasbourg, de Paris, pour faire un dernier petit tour dans les bois, passer un peu de temps à l'abri de la ville. Discussions, débits, débats, déconnes. On se réchauffe le cœur et l'esprit, on se rafraîchit le gosier. On partage nos inquiétudes, dissèque nos terreurs. On fait semblant de se rassurer, on croit oublier un peu. À chacun ses singularités. Qui s'essaie au transvestisme, qui est obsédé par l'idée de protéger sa progéniture de la maladie de Lyme, qui se bat avec l'écriture d'un western, qui Lacan, qui Hannah Arendt, qui San Antonio, qui pompier, qui pyromane, qui prescrit, qui avale, qui bourgeois, qui bohème. Tous perdants. Pendant nos balades, nous nous racontons l'érosion de nos certitudes, nous désolons de la dégringolade du cours des valeurs qu'on nous a transmises, celles sur lesquelles nous nous sommes construits. À bout de course et pas à coup de bourse, bancal mais pas bankable. On ausculte le monde et finalement, on retrouve quelque fierté à en être des anomalies, aussi atomisées et dérisoires soient-elles. Et au détour d'un chemin, c'est une biche et son faon, figés quelques secondes avant de disparaître dans un bosquet aussi vite qu'ils ont surgi, ou un essaim de papillons butinant d'impérieux chardons dans la lumière du couchant, qui nous rappelle furtivement la possibilité d'une beauté gratuite et non corrompue. Sauvée de justesse par un cliché de carte postale, par une impromptue joliesse, une joliesse consensuelle, unanime, dépourvue de cynisme. Pour la première fois depuis mon installation dans la vallée, il m'arrive de m'égarer au cours de ces petites promenades entre amis. Je perds la boussole intérieure, j'oublie le sentier aussitôt après l'avoir parcouru, j'interprète mal les balises, je confonds les repères, je gravis lorsqu'il faut dévaler, je pense nord et marche sud. Je nous désoriente dans la verte touffeur vosgienne. Mais l'on retrouve fatalement, presque à regret, le bon chemin, la juste route, le frigo qui déborde et le confort des canapés d'occasion. La tanière où l'on se vautre enfin, trop exténué pour réfléchir. On se tait, on digère paresseusement. La nuit a daigné tomber, les cloches sonnent, sonnent, sonnent. Demain, le ou les amis repartiront, les uns avec un meuble ou une poterie allemande, les autres avec une pile de disques ou de livres. Merci de m'aider à faire le vide, j'ai encore du pain sur la planche. Et moi, de poser toujours la même question. Si on regardait un film ? 2 mois encore à endurer. Je trépigne intérieurement. Les jours passés seuls se distendent et glissent au ralenti. Alors que j'ai tiré un trait sur cette partie de mon existence, j'aimerais passer au plus vite à la prochaine, discerner les nouveaux moulins contre lesquels j'aurais à me battre. Mais le cœur de ce cher mois d'août ne bat que faiblement. Palpitations envacancées qui narguent ma terrible impatience de partir, de quitter définitivement ce quotidien confit dans la répétition et le conditionnement autarcique. Les amis susceptibles de me conseiller et de m'épauler profitent, ici et là, de la trêve auguste. Le monde est comme immobile, pétrifié dans la chaleur saisonnière. Point mort, suspension calendaire. Ma mère et mon beau-père, partis eux aussi pour une dizaine de jours, je m'agite seul dans mon bocal, tel un insecte affolé, maintenu sur le dos par le poids de sa carapace et dont les pattes fouettent désespérément le vide. Le temps disponible se joue de moi, il me laisse tout loisir de ressasser à l'envi et par le menu chacun des obstacles à franchir, de présager maladivement des problèmes qui n'ont pas lieu de se poser. Il amplifie les contrariétés, martèle des doutes, se gausse de ma vulnérabilité. Les crises d'angoisse que j'étais parvenu à chasser dernièrement refont leur apparition. Ça ne prévient pas, ça arrive. Je mange, je regarde un film où je trie une pile de disques et soudain, comme une digue cédant sous une pression trop longtemps contenue, un flot de pensées confuses et contradictoires maintenues à distance sourd furieusement, innervant sans pitié toutes les parcelles de mon cerveau. Je suis transpercé de flèches réflexives dont les pointes attaquent ma raison. Je suis colonisé par des flux d'effroi, propulsé en trombe sur des montagnes russes, téléporté dans le couloir d'Alphaville. À chaque porte, le seuil du vide qui m'appelle et m'aspire. Travelling compensé sur ma conscience assiégée qui exhorte en vain à la clémence et déclare forfait. Les idées se confondent et se brouillent, s'épaississent, s'obscurcissent. Des images sans rapport entre elles s'entrechoquent, je bats la chamade mais personne avec qui négocier. C'est la grève des synapses, un tsunami s'abat sur mes neurones. La respiration s'emballe, l'air vient à manquer, on cherche à m'asphyxier là-haut où le maelstrom se déchaîne. Le pouls pulse, néfaste et furieux. Je veux hurler mais aucun son ne franchit ma bouche.
La gorge est nouée, le diaphragme spasmé, mes tempes s'humidifient, des paires de sueur m'agacent le front, de la glu se forme sous mes aisselles. Où sont mes béquilles chimiques? Vite, le tube vert et bleu, le comprimé baguette sous la langue. Je laisse fondre le sauveur fade et farineux, je me penche à la fenêtre, je happe de l'air en tentant de réguler ma respiration. Trop tôt encore. Ça caracole toujours anarchiquement dans ma tête. Je m'efforce d'accélérer les effets, d'épuiser le corps, la trépidation interne. Je parcours frénétiquement les pièces en tous sens, je me passe la tête sous l'eau, je reviens sur mes pas, je tournicote, je m'assieds, je me relève, je m'allonge, je me relève. Et, fidèle au rendez-vous, bien que toujours retardataire, la rémission se profile au loin. Par vagues successives, au pouvoir abrasif croissant à mesure qu'elle se rapproche. Le chaos se dissipe, le brouhaha s'estompe, les pulsations folles s'espacent. Des ondes lénifiantes se propagent, neutralisent l'envahisseur à petit feu, jugulent l'ennemi. C'est l'armistice provisoire, le rétablissement d'une fragile paix neuronale. Mais la trêve ne dure guère et les crises de ce type se multiplient, d'autant plus déstabilisantes qu'aléatoires. J'ai beau en venir à bout, elles continuent à m'effrayer par leur fréquence et leur intensité. Je me sens diminué par le recours à la médication, humilié de ne pas parvenir à rétablir un cap rationnel par la seule force de ma volonté. Une défaite supplémentaire à accepter. La somme de mes échecs, je m'en aperçois bien tardivement, me constitue, adulte branlant et inachevé, au moins autant, sinon plus, que les quelques illusoires réussites personnelles auxquelles je m'étais jusque-là raccroché. C'est parfois de la nature que survient une consolation inattendue. Une lumière singulière qui sature soudain les couleurs extérieures, nappant les frondaisons figées sous le soleil, comme un appel pressant au vagabondage. Certains jours où, malgré ma turbulente impatience, mon esprit s'accorde instinctivement à la campagne telle qu'elle s'offre à mon regard. Je sors et m'engage sur un chemin dont je sais connaître le moindre caillou, et je redécouvre alors le décor magnifié par des jeux d'ombres inédits. Un chêne moribond transcendé par le contre-jour, la rivière, habituellement grise et insignifiante, emperlée de reflets adamantins. Le paysage, dont j'étais certain d'avoir épuisé toutes les ressources et enregistré toutes les variations chromatiques, contredit avec aplomb mon caractère désabusé. L'œil s'ouvre, palpite, cherche, trouve, l'esprit se libère, s'aplanit, les brumes résiduelles de l'angoisse se dispersent, l'horizon, sous l'effet de l'accidentelle épiphanie, se dégage. La forêt, ces jours-là, n'est que vibrantes et contagieuses promesses. L'avenir, lorsque l'on s'échappe de l'enchantement du moment présent pour y songer, s'y décline en d'inépuisables possibles. Il suffirait d'un presque rien, et je me sentirais perméable au bonheur, disposé à la sérénité, invité au voyage. Et ça passe, ça casse, l'échappée s'échappe, le charme est rompu. Les lourds grelots de l'appréhension et du découragement carillonnent à nouveau dès que je me retrouve entre quatre murs. Le garçon avec qui j'ai vécu ici plus de 5 ans me contacte enfin après une série de mails laissés sans réponse. Il m'annonce qu'il est aujourd'hui en mesure de prendre avec lui le chat qui lui appartenait. La nouvelle me soulage du poids d'avoir à lui trouver un nouveau maître dans l'urgence. Je l'invite à récupérer, par la même occasion, le reliquat de ses affaires, dont il n'avait emporté qu'une infime partie au moment de la séparation. Je passe au peigne fin l'appartement et mets de côté tout ce qui a pu lui appartenir ou à quoi il aurait pu être attaché. Je m'attends à le voir venir en compagnie de sa mère, mais c'est son nouvel ami qu'il me présente à son arrivée. Le jeune inconnu roux porte un chapeau et s'ingénie à me dire « vous », ce qui ne manque pas de me crisper. Il ne peut ignorer que nous usions du vouvoiement dans le couple que nous formions. Leur visite est heureusement rapide. Nous échangeons mollement quelques banalités, la voiture est chargée, le chat installé dans sa caisse de transport. Je dois avouer ne pas ressentir grand-chose, outre le soulagement d'être débarrassé d'un imposant volume de sacs et cartons. Au moment de nous saluer, mon ancien amant, à qui je m'apprête à faire une bise amicale, me demande de l'enlacer quelques instants. Je m'exécute, mal à l'aise. Et cette étreinte maladroite ranime un bref instant la langueur qui baignait la fin de notre histoire. Elle est alimentée à la fois par la reconnaissance commune du chemin parcouru ensemble et la conviction intime, et je me risque à le croire partagé, d'avoir fait le bon choix en nous quittant. Je le raccompagne à la voiture en me disant que je ne le reverrai sans doute jamais plus. Et je n'éprouve qu'une tristesse de surface, celle de la faillite de la relation, pas celle de la séparation. Cette page-ci est définitivement tournée. Pendant quelques jours, le chat me manque. C'est encore un peu de vie et de chaleur en moins, mais cela rend le départ pour Paris plus concret.
Un palier de franchi. Une semaine plus tard, je n'y pense presque plus. Ce sont, comme tous les ans, les marronniers sans personnalité plantés en face de la maison qui les premiers jaunissent et commencent à perdre leur feuillage en cette fin d'août, annonçant l'imminence de la rentrée. Les villageois achèvent leurs vacances, passées pour la plupart en des endroits où leurs habitudes ne sont pas remises en question, où ils ne se sentent pas étrangers. On privilégie la forêt noire ou l'Autriche, la commodité d'une base linguistique commune, des endroits où l'on pense comme eux, et surtout, c'est primordial, où l'on mange comme eux, copieusement et sans fioriture. On se dépayse à peine, on déplace ses usages. On recherche ce qui ressemble au plus près à l'environnement quotidien, familier. Surtout ne pas être bousculé, dérouté, surpris. Ne pas être incommodé par la différence, ne pas avoir à s'adapter. Cette certitude, chez bon nombre des gens d'ici, que rien ne vaut l'Alsace. Aveuglement passionnel, amour irrationnel du terroir, de la tradition. Fierté des origines, de la singularité dialectale et historique. Bêtise. Pendant que ce cortège pensu se traînait sur les sentiers de Bavière ou du Tyrol, en attendant l'heure de l'apéritif, l'armée américaine a bombardé la Libye, un adolescent turc a fait exploser une bombe dans une église, massacrant plus de 50 personnes, la terre a tremblé et tué dans le centre de l'Italie. La jungle de Calais déborde, et quelques jours avant que l'on reprenne le chemin des écoliers, un professeur s'immole dans un lycée normand. Tout va bien, tout va toujours très bien. Ma dépression, vorace, s'abreuve des trompes d'atrocités et de funestes nouvelles qui se déversent au jour le jour. Qui saurait la raisonner? Qui, pour me ramener au calme, osait me recommander la distance, le détachement, contrer l'accablement, la désespérance, le dégoût, étouffer mes hurlements d'impuissance, la culpabilité de laisser faire, d'être un témoin distant qui n'agit pas, se mure dans le silence, se replie, vaque. Les films, bien sûr, exutoires, échappées, surface de réparation, pellicule analgésique, dérivative, expiatoire, réconciliatrice. Les films pansements, répit, hospice, clinique, maison de tolérance, de charité, de retraite. Les films thaumaturges, oasis, sémaphore. Les films reflets, constat, claque, électrochoc, courroie de transmission, étançon, armure, course contre la montre, la folie, l'oubli. Bric, broc, mic, mac, tic, tac. Plus que 3 semaines avant le départ. Ambiance de compte à rebours dans ma tête et mon agenda. Le rythme de mes journées est enfin bousculé. À Paris, les copains sont de retour. Une amie me prête son camion, 2 autres fidèles se chargent de le conduire ici. Je décide de poursuivre les ventes sur Internet jusqu'au 15 septembre. Le jour suivant, un brocanteur viendra me débarrasser du reste du stock que j'ai confiné au grenier. 10 000 disques pour lui, un souci en moins pour moi. Avec l'aide de ma mère, de mon beau-père, et d'un ouvrier municipal débauché pour l'occasion, le processus s'accélère. Les meubles et babioles décoratifs que j'abandonne partent au fur et à mesure à la déchetterie ou chez Emmaüs. Les vêtements sont triés, les étagères sont vidées, dévissées, les murs déshabillés. Ce démantèlement progressif, ce retour à la nudité première des lieux me réjouit. Le départ n'est plus un fantasme lointain et imprécis. La certitude d'être bientôt ailleurs et le faisceau des possibles qu'elle implique me stimule. Je ne suis plus seulement le spectateur de cette aventure, je la vis enfin, avec l'impression de m'alléger à chaque objet qui disparaît dans un carton ou un autre. J'emballe, ayant en tête déjà l'avant-goût de la satisfaction que je projette de ressentir quand je déballerai les mêmes objets à 500 km d'ici. Lorsque je marche dans une pièce ou l'autre, mes pas résonnent et cet écho, libéré par le dépeçage des murs, la disparition du mobilier, cet écho, plus distinct maintenant chaque jour, me devient étrangement familier, partenaire invisible et fortifiant. Un vieil ami me fait parvenir une photographie de moi, prise il y a plus de 20 ans, dans la cage d'escalier de son immeuble parisien. Je reconnais vaguement ce jeune homme, fraîchement échappé de l'adolescence, aux joues pleines et au large sourire, encore un peu rose, l'air affable et insouciant. Je me remémore ses certitudes, sa satisfaction d'avoir tourné le dos à la grise province militaire dont il est issu, sa gourmandise de rencontres, de découvertes, de plaisirs. Les yeux sombres mais luisants, qui trahissent une assurance feinte et un soupçon de malice. J'éprouve un sentiment bizarre face à cette image déjà ancienne. Aucune nostalgie, mais plutôt de la surprise. Je m'étais un peu oublié, moi qui ne possède aucun cliché des 30 dernières années, et j'avais occulté le souvenir d'une soif de vivre depuis totalement dissipée.
3 jours plus tard, le même ami est victime d'un infarctus alors qu'il découpe des légumes dans sa cuisine. Je crois d'abord à une mauvaise blague, mais non. Par chance, il est sauvé à temps. J'ai longtemps vécu à l'abri du deuil, sans qu'aucun proche ne me soit arraché. Avec le temps qui passe, l'assaut de l'âge, et depuis la disparition de mon père, je ne peux me défaire de l'impression que la mort et la maladie maraudent désormais autour de moi, me contraignent à me familiariser avec elles, à admettre la vulnérabilité des autres et la mienne. Partir, voir partir, me dire qu'être adulte, c'est probablement aussi apprendre à composer avec l'inéluctable. Au même moment, une publication de l'ONU dévoile que 2016 est d'ores et déjà l'année la plus meurtrière pour les réfugiés qui s'embarquent sur la Méditerranée. Cela aussi faudrait-il l'accepter comme une fatalité, savoir et ne rien faire, baisser les yeux, s'affliger, se désoler, éprouver la honte que m'inspirent mes contemporains et encore ne rien faire, se résoudre à l'indifférence, triste expérience d'une humanité qui n'a plus d'humain que le nom. La résignation dégage décidément des relents d'infamie qui ne cessent de m'écœurer. Je réécoute ces vers d'Aragon, extraits d'Est ainsi que les hommes vivent, interprétés par Catherine Sauvage. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être. C'est l'heure des dernière fois tellement plus excitante aujourd'hui que les premières. Dernière lessive, dernier carton, dernières entrevues avec la poignée d'amis des environs, dernière promenade en forêt, dernier dîner en famille, dernier film vus ici, dernière nuit, dernières journées identiques. L'appréhension de m'arracher à mon addictive solitude a définitivement disparu. Le besoin d'aller de l'avant, de clore le chapitre a pris le dessus. Il faut croire que quelque chose en moi veut encore vivre. Une énergie adventive, quelque chose de peut-être plus fort que le désespoir et l'obscurité. La lutte n'est pas gagnée, mais je la poursuis. Ma mère, qui m'a épaulé avec patience tout le long des mois passés et m'a sans cesse encouragé à ce départ, dissimule avec difficulté la peine qu'elle éprouve à me voir m'en aller. Le souvenir de mon improbable installation dans la région 7 ans auparavant s'est estompé. À force d'invisibilité et de retranchement, j'ai fini par me fondre dans le paysage. On pourrait presque avoir oublié que je viens d'ailleurs, que je n'étais ici qu'une pièce rapportée en quête de calme, sans attache autre qu'affective à cette dense forêt où j'ai tant aimé à m'enfoncer. Elle s'était habituée, sans jamais être intrusive, à ma proximité, à la possibilité de me confier ses propres colères contenues, son exaspération face au désespérant conservatisme, à l'opiniâtre et bravage bêtise qui, trop souvent, la cerne ici. Je ne peux me départir d'un pincement au cœur à l'idée de la laisser seule s'engager dans des résistances dont on sait tous les deux qu'elles sont vouées à l'échec. Cette tristesse est heureusement distraite par le débarquement de mes amis, venus souvent d'assez loin pour aider au déménagement, charger le camion et le conduire à Paris. Nous sommes une dizaine à nous activer une journée entière dans une atmosphère joyeuse, transformant ce que j'augurais comme un calvaire en un moment ludique et amusé. Ce dernier dimanche s'achève par un repas en commun, traversé d'excitation et de douce mélancolie. Les conversations sont chaleureuses, les bons mots fusent, l'assemblée est enjouée, rassurante, aimable, bienveillante. C'est cette dernière image du village que j'emporterai avec moi, celle d'une réunion d'amis indéfectibles, sans le soutien et la fidélité desquels j'aurais pu définitivement baisser les bras, renoncer à toute perspective future, continuer à m'enliser. Le lundi 3 octobre au matin, le ciel se veut gris mais pas menaçant, la lumière vitreuse. J'étreins et remercie une ultime fois ma mère et mon beau-père. Je ravale discrètement quelques larmes et m'assieds aux côtés des 2 amis qui vont se relayer au volant. Le moteur démarre, les mains sont agitées à la portière et dans le rétroviseur. Nous nous engageons sur la route départementale, sous une voûte d'arbres dont le feuillage n'est pas encore tout à fait jauni. Ma mère, les rochers de grès, le village s'éloignent progressivement, deviennent silhouettes, nodules obscurs et indéfinis, avant de disparaître totalement. Je ne sais pas vraiment ce qui m'attend, si ce n'est autre chose. Mais enfin, je pars.
see what's inside of me? Many times we've been out drinking, and many times we've shared our thoughts. But did you ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But could you see its opposition comes rising up sometimes? That its dreadful antiposition comes blacking in my mind. That I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? There's a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Together or apart, alone or with our wives, that we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see.